Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Je vous remercie pour ce débat nourri. On sent que le parc périurbain, comme d'autres parcs à d'autres échelles territoriales, permettent de faire émerger différentes approches. On a senti ce soir l'approche très émotionnelle, on a senti l'approche profession de foi, on a senti l'approche poétique, on a senti l'approche économique. On sait en tout cas que ce type de projet nous touche au plus profond de notre humanité. Et puis, c'est pas pour faire des grands mots que je commence par cela, mais ça permet de montrer ce lien intime qu'on a senti aussi avec le côté poétique qu'on entretient avec la forêt. Pour commencer, j'irai sur les différents. J'essaie de synthétiser, mais je vais être longue, je le dis déjà par avance, mais j'essaie de synthétiser les différents éléments qui ont été abordés. Tout d'abord, pourquoi cette urgence municipale? Alors oui, vous avez raison, nous avons fourni les éléments très rapidement et dans la foulée proposé une séance de commission. Comme vous l'avez bien compris, ce projet est travaillé depuis de nombreuses années. Il est travaillé depuis 3 ans maintenant avec une base, avec 13 communes comme vous l'avez évoqué. Et puis, vous l'avez compris aussi et relevé, en été et juste avant l'été, nous avons eu le refus de 2 communes de continuer sur ce projet. Nous avons donc dû redéfinir le périmètre du parc. Et tout ce qu'on avait fait en 2 ans, on a dû le faire en 6 mois. Et là, on peut effectivement remercier l'équipe qui travaille d'arrache-pied sur le projet. Tout ça pour dire que on regrette, bien entendu, de vous avoir soumis, si vous passez l'expression, un énorme paquet à lire en si peu de temps et à vous approprier en si peu de temps. Mais c'est vraiment aussi parce que la procédure qui est liée à ce parc naturel périurbain nous oblige aussi à ne pas louper une fenêtre d'opportunité qu'on a maintenant, fenêtre d'opportunité qui nous a déjà été élargie, puisque nous avions au départ une possibilité de travailler sur ce projet de parc de 2016 à 2019. Nous avons déjà demandé une année supplémentaire. Et si on manque cette échéance-là au niveau de la Confédération, il est clair que nous n'aurons pas les subventionnements de la Confédération et du canton pendant une année. Sur la partie urgence, elle est aussi liée, vous l'aurez compris dans le rapport, dans le préavis, elle est liée, cette urgence, à la procédure d'aménagement du territoire. Elle est complexe, mais elle garantit, par rapport aux différents commentaires qui ont été aussi évoqués, elle garantit une transparence et elle garantit également une participation à beaucoup d'étapes de cette procédure d'aménagement du territoire que vous avez reconnue sous 2 axes. Un axe décision de classement qui sera soumis à une mise à l'enquête publique, donc les voies de recours, les droits des tiers peuvent être exercés. Et puis l'autre partie qui consiste sur quelque chose d'un tout petit peu plus technique, une adaptation 4 terres d'une mesure du plan directeur, qui celle-ci fera l'objet d'une consultation publique qui, elle, permettra à tout un chacun, y compris les communes limitrophes, de se prononcer sur ce projet de parc. Donc, comme vous pouvez déjà le constater, l'urgence, on la regrette, mais on la subit comme vous. Et deuxièmement, en termes de participation, en termes de possibilité d'intervenir, vous avez la possibilité aujourd'hui et ce soir de vous exprimer et bien entendu d'intervenir dans le cadre des procédures que je viens d'évoquer. Ça, c'était juste pour replacer aussi la question de l'urgence et de la possibilité d'intervenir et de participer et de dire son mot sur ce parc. Deuxième point qui a été évoqué et non des moindres, le monitoring. Alors là, je serais peut-être un petit peu moins sévère que M. Gendre et M. Picard qui ont dit que c'était quasiment inexistant. Je vous rappelle quand même qu'il y a pas mal d'éléments que vous trouvez, alors certes dans le volumineux document qu'on vous a apporté sur votre table de conseillers et conseillères communaux, document qui permet de montrer qu'il y a quand même un monitoring qui a été posé et de manière scientifique quand on spécifie justement que nous allons faire le suivi sur le bois mort sur pied ou à terre en termes quantitatifs et qualitatifs, qui a à voir bien entendu avec cet habitat qu'on va protéger avec cette zone centrale. On parle également justement de faire le suivi des coléoptères, des mousses et des champignons.
On parle également, et troisième point, et non des moindres, notamment pour Madame Longchamp, qui est préoccupée aussi par comment on va s'intéresser justement aux gens, et on s'intéresse beaucoup aux gens, puisqu'il y a un suivi qui va être fait sur cette cohabitation homme-nature, élément qu'on décrit de manière très fine déjà dans les documents idoines. On va suivre également justement ces questions de sécurisation, de maladies des forêts, d'usage, et ces éléments sur lesquels je reviendrai aussi tout à l'heure. Donc, monitoring peut-être pas parfait, mais en tout cas très présent, et je me réjouis que M. Gendre, avec ses compétences, puisse venir amender cette conclusion sur laquelle je peux suivre les différents éléments qui ont été présentés. Troisième point que j'ai souvent entendu dans vos discours, Lausanne est seule sur ce nouveau périmètre du parc. Alors, c'est la seule commune territoriale, mais il est totalement faux de dire que Lausanne est seule. Je me permets de reprendre les différentes communes pour appuyer mon propos. Alors, on n'est pas seul parce qu'en fait, il y a quand même 5 communes aujourd'hui qui sont toujours partenaires du parc. C'est Jorat-Montu, c'est Jorat-Mézières, c'est Épalinges, c'est le Mont-sur-Lausanne et c'est Hermanche. Ces 5 communes sont toujours partenaires du parc. Ce ne sont pas des communes territoriales, mais il faut bien faire la différence. Donc non, Lausanne n'est pas seule. Et puis je vous rappelle également qu'aujourd'hui, il y a encore 5 communes supplémentaires qui sont toujours membres de l'association Jutabac. C'est Corcelles-le-Jorat, c'est Servillon, c'est Montillet, c'est Cugy, c'est Roprat. Il y a seulement 2 communes qui ont démissionné, c'est Froideville et Montprévert. Donc non, Lausanne n'est pas seule. Et pour répondre à M. Godard pour la suite de l'aventure, si vous voulez bien qu'elle se continue, du parc urbain, périurbain, pardon, pour la suite, l'association justement reprendra ces communes partenaires actuellement, qui seront des communes justement qui auront la possibilité dans le cadre de l'association nouvellement créée de dire à quel niveau, et c'est ce qu'on va faire pendant ces 6 prochains mois si vous le souhaitez, on va travailler avec elles pour définir sur quel projet elles souhaiteraient justement pouvoir travailler dans le cadre de ce parc périurbain. Donc Lausanne n'est pas seule, Lausanne a toujours des partenaires, Lausanne continuera à avoir des partenaires dans le cadre de cette nouvelle association créée, et c'est avec elle, de manière participative, que nous construirons ce qui va constituer aussi une partie des activités avec les communes qui sont toujours à suivre le parc. Autre point que vous avez abondamment discuté, c'est celui, et je crois que c'est M. Clerc qui est intervenu notamment sur ce point-là, mais je crois que plusieurs autres ont emboîté le pas. Le parc coûte cher. Alors, je vous invite à regarder les différents éléments qui figurent dans le budget. Je pense que vous l'avez tous fait. Et là, je me permets de faire un petit clin d'œil à M. Pernet, parce que quand on a développé ce projet pendant ces 3 ans, on a aussi pensé à M. Pernet qui, systématiquement, de manière tout à fait légitime, nous demande sur chaque projet d'imaginer quelles sont les retombées directes et les retombées indirectes. Alors, M. Pernet, on a voulu vous faire plaisir, donc je vous le dis ce soir, on a commandé une étude à une institution sérieuse qui nous a montré que les retombées du parc pourraient être, d'un point de vue indirect, 1,5 à 6 fois supérieures aux fonds qui sont investis. Et bien entendu, les retombées directes, elles sont en lien, et là vous avez les chiffres dans le préavis, avec cet apport massif de fonds de la Confédération et du canton. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont pas négligeables dans cette petite phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises, ça coûte cher. Alors, ça coûte quelque chose, on investit quelque chose, mais on a des retombées directes et indirectes qui sont pas négligeables. 5e point sur lequel j'aimerais revenir, c'est ces fameux 10%. 10%, c'est raisonnable. Et puis, il faut peut-être juste rappeler par rapport à ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est que le projet n'est pas une succession de contraintes ou d'interdictions. On le verra, c'est une addition d'opportunités. Les cheminements qui sont maintenant dans la zone centrale, je remercie Mme Messeret d'avoir fait passer la carte. On voit bien que ces cheminements dans la zone centrale sont garantis.
Alors, j'aimerais bien plus entendre que ces cheminements ne sont pas garantis. Et puis, vous avez vu aussi que nous avons fait, usager par usager, un tableau qui montre qu'est-ce qui est permis maintenant sans parc, sans zone centrale, et qu'est-ce qui sera permis après avec le parc, avec la zone centrale. Alors, à part les coureurs d'orientation qui vont maintenant partout, là, ils devront rester sur les chemins, et à part les champignonneurs, que moi j'aimerais bien être, mais je ne suis pas assez compétente pour le faire, mais qu'on appelle bien aimablement du dimanche, puis qui nous permettent de faire des bonnes fricassées. Alors ceci, c'est vrai que dans la zone centrale, ces champignonneurs-là, ils ne seront pas nourris. Par contre, les champignonneurs et les mycologues, alors là, les scientifiques, là, ils sont vraiment aux anges, parce que dans une zone centrale, ils vont pouvoir voir évoluer ces champignons. Et à part ce type de restriction, à l'heure actuelle, dans le cadre du préavis qu'on vous propose, avec les cartes qu'on vous a proposées, avec l'ensemble des documents que nous allons remettre au canton, qui va les remettre à la Confédération, on ne peut pas dire qu'il y ait des restrictions de liberté énormes. Madame Messeret a abordé à plusieurs reprises, mais ce n'est pas la seule, les questions de sécurité, d'incendie, de bostриche. Vous l'avez vu dans les documents qu'on vous a fournis. Ce n'est pas parce qu'il y a une zone centrale que nous n'allons pas pouvoir intervenir s'il y a des problèmes de ce type-là. Bien au contraire, les garanties sont données par écrit dans tous les documents, encore une fois, qui nous engagent formellement devant vous, devant le canton et la Confédération. Septième point, là on a entendu aussi différents éléments, que ce soit en commission ou lors de ces 3 ans ou ce soir, que ne pas entretenir les forêts, c'est réduire la biodiversité. Alors non, je pense que, comme on l'a entendu par rapport à d'autres personnes qui sont intervenues, on sait justement maintenant que ça permet d'avoir une richesse de biodiversité incroyable que de ne pas entretenir nos forêts. Et je crois qu'il faut arrêter, et là c'est peut-être la seule chose qui m'énerve un petit peu, je dois dire, c'est un peu cet obscurantisme scientifique qui peut nuire aussi à une bonne action publique et à une prise de décision en bonne connaissance de cause. 8e point que vous avez abordé, ou que j'ai synthétisé sous le 8e point, la partie et la compatibilité parc périurbain, parc d'éoliennes. Alors là, il faut juste repréciser, donc il n'y a aucune éolienne de Éole Jura Sud dans la zone centrale. Et puis, on a un arrêt de la CDAP du 30 septembre 2019 qui nous dit justement que le parc éolien il était jugé compatible aux exigences de la nature et du paysage, notamment avec le parc périurbain. Donc on se base aussi là-dessus. Et puis peut-être, pour préciser, puisque Madame Messeret nous a aussi bien aimablement mis une carte avec le positionnement des éoliennes, il n'y en a donc, je ne rappelle, aucune dans la zone centrale. Et puis les endroits où les éoliennes sont, c'est pas qu'on a fait des poches, comme j'ai aussi entendu lors de ces 3 ans ou lors de la discussion en commission, mais ces éoliennes sont aussi dans des clairières agricoles qui ont été défrichées au Moyen-Âge. Ça n'a pas été fait exprès. Je laisserai peut-être mon collègue M. Pidou, s'il le souhaite, dire quelques mots complémentaires sur l'éolienne. La partie éolienne, pardon. M. Chollet a abondamment et de manière tout à fait légitime parlé de la filière bois. Je rappelle que ce projet de parc périurbain a une grande partie, et c'est le 3e élément qui est mentionné en préambule de ce préavis, une partie qui va se préoccuper justement de cette valorisation de cette filière bois. Vous l'avez dit, et je crois qu'on est d'accord sur ce point, M. Chollet, cette filière bois, elle est en déprise totale, elle est moribonde, et justement, elle a besoin de soutien. Et dans le cadre de ce parc périurbain, c'est bien ce qu'on propose. On vous a mis effectivement les 3 axes sur lesquels nous souhaitions travailler, entre la promotion du bois régional, avec justement des appuis aux entreprises, une mise en réseau des acteurs, et puis un renforcement justement des conditions cadres. On voit qu'on a envie, on souhaite une fois de plus avoir un maximum d'acteurs, comme l'attitude qu'on a eue dès le début du projet du parc périurbain. Et c'est ce à quoi on s'engage par rapport à cette filière bois, encore une fois, moribonde. Et ce n'est pas
les 10% de la zone centrale qui ne vont plus exploiter, qui vont mettre à mal une filière qui est déjà effectivement moribonde. Dernier point sur l'agriculture. Pardon ? Je crois que vous m'interpellez, M. Stauber. Dernier point sur l'agriculture, sur lequel M. Chollet est revenu à juste titre et toujours de manière légitime. Là, nous avons aussi un lien très fort avec une autre politique que vous avez votée ici au Conseil communal, la politique d'agriculture urbaine. Les fermiers qui sont concernés et qui sont justement dans la zone de transition, mais pas du tout dans la zone centrale du parc périurbain, ont bien entendu été associés. Et ce qu'il advient de l'avenir de l'agriculture urbaine de ce type-là, vous le savez, M. Chollet nous tient très à cœur, me tient très à cœur. Et c'est dans le cadre d'une autre politique publique que leur destin est scellé. Et j'espère que c'est un destin radieux futur que nous irons voir ensemble, M. Chollet.